Bienvenue dans cette quatrième capsule vidéo consacrée à la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges. Dans la première capsule, j'ai présenté la nouvelle et son auteur. Dans la deuxième, j'ai évoqué le problème de la complétude de la bibliothèque qui est réputée comprendre tous les livres et on a discuté de savoir si au contraire la bibliothèque qui prétend tout contenir ne contient pas plutôt rien ou en tout cas aucune information utilisable. Et dans la troisième capsule, j'ai discuté de la taille de la bibliothèque et on a notamment vu qu'elle était totalement inconstructible dans notre univers, qui ne contient ni assez de matière, ni assez d'espace pour la contenir. Alors dans cette quatrième capsule, je voudrais tenter de remonter aux racines du mythe borgésien de la bibliothèque totale. Et on va le faire en 5 étapes. Je vais d'abord expliquer à quel point la nouvelle est un exemple type de réductionnisme, un avatar de la doctrine réductionniste. Ensuite, je vais parler de ce qui est la caractéristique principale de la bibliothèque, c'est-à-dire une volonté d'épuisement combinatoire, de réaliser toutes les combinaisons possibles d'un ensemble donné d'éléments. Le troisième point sera une discussion sur la production d'un contenu censé par un procédé aléatoire, donc comment le hasard peut-il éventuellement produire du sens, qui nous amènera au mythe parallèle à celui de la bibliothèque qui est celui du singe dactylographe. Et puis j'évoquerai, comme Borges le fait lui-même d'ailleurs, un lien entre la bibliothèque de Babel et la doctrine des cycles ou la doctrine de l'éternel retour. Et puis très brièvement, je dirai un mot sur les liens entre bibliothèque et Kabbale et en particulier la question de savoir si la bibliothèque contient ce fameux nom secret de Dieu que les kabbalistes recherchent. Alors au cours de la vidéo, j'évoquerai beaucoup d'auteurs et je mettrai chaque fois à côté de moi sur la vidéo une citation des auteurs que je retiens comme source du travail de Borges, mais je ne lirai pas ces textes, donc si vous souhaitez les lire, je vous propose d'arrêter la vidéo et de prendre le temps de les lire et de découvrir par vous-même à quel point ils évoquent le travail de Borges. La bibliothèque de Babel est avant tout un exemple de réductionnisme radical. Effectivement, chaque livre n'est qu'un assemblage de lettres et donc tout sens peut être produit par un assemblage de lettres et donc le sens se réduit finalement à ses constituants de base que sont les lettres. Aristote le disait déjà, avec les mêmes lettres, on peut composer une tragédie ou une comédie. C'est évidemment quelque chose qui dérive de l'atomisme antique, l'idée des atomistes, qu'on retrouve d'ailleurs dans la chimie contemporaine, et qu'il suffit d'un nombre limité de constituants de base pour engendrer toutes les matières, toutes les configurations, tous les objets. Et le tableau de Mendeleïev finalement poursuit cette idée en disant que la matière n'est jamais qu'un assemblage dans des proportions variées, dans des configurations variées, dans des ordres différents, de la même centaine d'éléments chimiques purs de base qui constituent ce tableau de Mendeleïev. Et donc l'idée est très simple. Si on se donne un alphabet limité, que ce soit des caractères, des éléments chimiques ou bien par exemple des notes de musique ou des bases nucléiques comme ATCG qui permettent de former la molécule d'ADN, et bien à partir de ce nombre limité de composants, on peut construire une pratiquement infinie variété de systèmes qui les combinent. Donc ça c'est la première dimension qui ramène la bibliothèque de Babel à des origines extrêmement lointaines puisqu'on se situe dans les philosophes de l'Antiquité et les atomistes, ce qui nous ramène effectivement très loin en arrière. Alors la deuxième thématique, c'est celle du hasard. Le hasard peut-il produire du sens? Et là, l'exemple typique, ce qu'on a en tête, c'est la fameuse histoire du singe dactylographe. Si on met un singe devant une machine à écrire et qu'on lui donne un temps
infini, il finira toujours, à un moment ou à un autre, par produire, dit-on, les œuvres ou une des œuvres de Shakespeare. En fait, c'est une idée qui ne vient pas du tout du monde anglo-saxon, même si on l'attribue parfois à Thomas Huxley. En fait, elle est utilisée pour la première fois explicitement par un mathématicien français, Émile Borel, dans un article sur l'entropie. Et il utilise cette idée pour montrer à quel point certains phénomènes de déséquilibre thermodynamique sont hautement improbables. En fait, Borel énonce deux propositions différentes à propos de son singe dactylographe qui ne sont contradictoires qu'en apparence. Il dit d'une part qu'il est presque impossible que ce singe produise un texte donné lors d'une tentative déterminée, mais en même temps qu'il est presque impossible qu'il ne la produise pas si on lui permet de réaliser une infinité de tentatives. Alors même cette idée de Borel du singe dactylographe, le singe dactylographe qui d'ailleurs pourrait être un des producteurs de la bibliothèque, on peut l'imaginer tapant sur sa machine pendant des temps infinis et que des relieurs s'emparent de son travail et constituent progressivement les livres de la bibliothèque. Cette idée est très ancienne. Elle remonte par exemple à Cicéron qui, de nouveau évoquant les atomistes et la production de structures de manière plus ou moins hasardeuse par, je ne rentre pas dans les détails, par la théorie du clinamen. Cicéron dit l'idée que toute réalité est produite par le hasard ne me convient pas. C'est un peu comme si on disait qu'en jetant des lettres par terre au hasard, elles pourraient s'assembler automatiquement pour produire des œuvres de poésie. Et donc on retrouve cette idée que le sens peut être produit, peut ou ne peut pas être produit par le hasard. Et donc la double idée de Borel, c'est hautement improbable, mais moyennant un nombre d'essais infinis, c'est pratiquement certain. Alors Swift reprend pratiquement mot à mot l'argumentaire de Cicéron en disant également que c'est impossible, mais comme souvent dans l'œuvre de Swift, son œuvre théorique dit clairement qu'elle est impossible et après il l'utilise de manière ironique dans ses œuvres de fiction et dans un des voyages de Gulliver, il se retrouve effectivement face à un académicien de l'académie de Lagado qui a construit une machine qui produit des assemblages de mots de manière aléatoire et dont il espère tirer un ouvrage contenant tous les savoirs sur tous les sujets. Alors le singe dactylographe est devenu un mème, on le retrouve dans la culture populaire à de nombreux endroits. Vous avez vu l'illustration que j'utilise qui est de Franquin, qui montre ce singe tapant sur sa machine à écrire de manière un petit peu sauvage. On le retrouve aussi dans ce strip de Dilbert, un personnage de Scott Adams, et je vous laisse découvrir le gag, ou par exemple dans le fameux Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, où de nouveau des singes proposent un scénario au personnage principal, un scénario basé sur une des tragédies de Shakespeare. Voilà, donc c'est le deuxième thème qui fait que la bibliothèque de Babel plonge des racines extrêmement profondes dans l'histoire des idées. Alors, ce qui est caractéristique de la bibliothèque, c'est que si on la prend au sérieux, cette production de tous les livres possibles est réalisée. Elle est réalisée dans un univers fictionnel, mais on prétend qu'elle est réellement réalisée. Alors d'où vient cette idée d'épuisement combinatoire? Elle remonte assez loin, au XVIIe siècle, en fait même un peu avant, puisque le premier texte que j'ai identifié est de Christopher Clavius, qui propose un certain nombre de formules pour calculer le nombre de mots qu'on peut produire par assemblage d'un certain nombre de caractères, et ces formules se situent vers la publication de ces formules se situe en 1581.
Alors au XVIIe siècle, plusieurs auteurs vont commencer à jouer avec ces formules ou des formules similaires. Par exemple, Robert Burton, dans son fameux traité Anatomie de la mélancolie, publié en 1621, va lui aussi dire les mathématiques permettent de calculer beaucoup de choses, dont l'ensemble des mots qui peuvent être produits à partir de nos lettres. Et voilà un premier exemple. Un peu plus tard, l'année d'après, en 1622, c'est probablement Paul Guldin, un mécanicien suisse que les physiciens connaissent bien, qui est le premier vraiment à jouer avec l'idée de produire effectivement ces livres, de façon métaphorique, mais il veut les produire. Et il calcule donc le nombre de livres qu'il serait nécessaire, propose de les stocker dans des bibliothèques contenant chacune 32 millions de volumes, et il arrive à la conclusion que le nombre de bibliothèques à créer est tellement grand que la surface de la Terre ne suffirait pas à les porter. Alors Mersenne, le père de l'acoustique musicale, un grand physicien du XVIIe siècle et mathématicien du XVIIe siècle, propose en 1636, reprend la même idée, mais propose de l'utiliser, de nouveau sans avoir l'intention réelle de le faire, mais il joue avec l'idée que toutes ces combinaisons permettraient de donner un nom distinct à chaque chose, à chaque feuille des arbres, à chaque cheveu sur votre tête, à chaque grain de sable de l'univers. Et le grand philosophe anglais Locke reprend cette idée, mais évidemment pour la critiquer en disant que toute communication serait impossible, et on trouve ça en introduction de son essai sur l'entendement humain. L'idée revient au XIXe siècle et Lewis Carroll, le père d'Alice au pays des merveilles, dans un ouvrage de 1893, Bruno et Sylvie, la conclusion de Bruno et Sylvie, annonce qu'un temps viendra où tous les livres auront été écrits, toutes les musiques composées, toutes les blagues perpétrées, et donc on voit apparaître de nouveau cette idée d'épuisement. Mais de plus en plus proche de nous, c'est Theodor Fechner, qui est un des pères de la psychophysique et un philosophe intéressant mais atypique du XIXe siècle, semble jouer avec l'idée de permutation de toutes les combinaisons de lettres pouvant produire tous les sens possibles. Et cette idée est reprise par son élève et son biographe, Kurt Laswitz, qui la met en scène dans une première nouvelle qui s'appelle La Bibliothèque universelle et qui annonce véritablement le travail de Borges. Donc vous voyez que cette idée d'épuisement combinatoire est ancienne et remonte au minimum au XVIe siècle. Encore un aspect, c'est celui de la finitude de la bibliothèque. Borges évoque lui-même l'idée qu'il lui est désagréable d'imaginer la bibliothèque finie, et donc il l'imagine cyclique. Un bibliothécaire qui aurait lu tous les livres reviendrait à son point de départ et retrouverait les mêmes livres. Et il lie, d'ailleurs il le fait explicitement, cette idée à celui de l'éternel retour et de la doctrine des cycles. C'est un concept très ancien, de nouveau, qui nous replonge dans l'Antiquité, et il résulte de manière pratiquement nécessaire de la conjonction de trois invariantes anthropologiques. Le premier, c'est le questionnement métaphysique. Pourquoi y a-t-il un univers et qui faisons-nous? Eh bien, la solution la plus simple est de dire que cet univers a été créé, ce qui lui donne un sens. Donc d'une part, il a un début, d'autre part, on envisage très tôt qu'il ait une fin. On a un sentiment pratiquement à toutes les époques d'un déclin, de la perte d'un âge d'or, donc on se projette vers un univers qui va disparaître, mais comme on ne peut admettre que cet univers est fini, s'il a un début et une fin, il doit renaître de ses cendres comme le phénix et se répéter à l'identique. Si on combine ça avec l'obsession astrologique qui est tout aussi ancienne, eh bien, puisque le ciel détermine les actions des hommes,
tout retour à une configuration astrale identique va entraîner les mêmes actes, les mêmes comportements, et donc un éternel retour du même. Au XIXe siècle, Nietzsche et Blanqui vont être les rénovateurs de cette idée de l'éternel retour, mais c'est Heine probablement qui en donne une version combinatoire, en disant l'éternel retour se produira quand toutes les actions possibles auront été perpétrées, toutes les combinaisons possibles de phénomènes. Dans un univers fini, ce nombre de combinaisons est énorme mais fini, et donc l'éternel retour viendra lorsque tous les possibles auront été épuisés et qu'on reviendra aux mêmes événements initiaux. Et c'est cette idée-là finalement que Borges reprend dans un essai sur la doctrine des cycles, mais également, comme je l'ai dit en introduction, dans la bibliothèque de Babel. Et puis, dernier point, et puis je conclurai cette vidéo, on peut aussi rattacher la bibliothèque à un domaine de la Kabbale qui est la recherche du véritable nom de Dieu. Dans une nouvelle, Arthur C. Clarke, le père de 2001 Odyssée de l'espace, imagine que des moines tibétains mettent un ordinateur en action pour produire toutes les combinaisons possibles de lettres, et parmi toutes celles-là, le véritable nom de Dieu apparaîtra nécessairement, et effectivement dans la nouvelle, lorsque ce nom est craché par l'ordinateur, eh bien les étoiles s'éteignent et on imagine qu'on se dirige vers une apocalypse, une eschatologie combinatoire quelque part. Et si on revient à la bibliothèque, eh bien on doit se dire que puisque la bibliothèque contient toutes les combinaisons de lettres, elle contient nécessairement le véritable nom de Dieu dans toutes les religions imaginables, et peut-être finalement est-elle en elle-même, si on met tous les volumes bout à bout dans le bon ordre, est-elle elle-même le véritable nom de Dieu. Merci beaucoup de votre attention. Il restera 2 vidéos. La prochaine sera consacrée à l'architecture de la bibliothèque de Babel et la dernière au lien entre la bibliothèque de Babel et Internet. Si je propose ces vidéos, c'est en support du livre que je publie au printemps 2022 aux éditions de l'Académie royale de Belgique et qui porte le titre « Dans la bibliothèque de Babel, Borges et la bibliothèque totale ».